parcours professionnel. D'abord, après un bac scientifique, j'ai fait des études de psycho et j'ai assez vite travaillé comme conseiller d'orientation. À l'époque, on ne disait pas encore conseiller d'orientation psychologue. Et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années à Vierzon, dans une ville ouvrière et ferroviaire qui commençait déjà à être sinistrée, et dans un contexte où j'étais très vite confronté à des questions sociales ou sociologiques, hein, de précarité, de chômage, même d'entame d'une identité ouvrière d'une ville fondée là-dessus, ces réalités me laissaient entrevoir les insuffisances de ma formation de psychologue, et en particulier d'une psychologie très individualiste à laquelle j'avais été formé, et donc m'obligeait à mobiliser des réflexions de type sociologique et des lectures sociologiques contre ma formation de psychologie, et plus tard, hein, je mobiliserai des lectures et des réflexions psychologiques contre la formation sociologique que je me suis donnée à l'époque. Voilà. Et dans cette activité de conseiller d'orientation, j'ai d'une part participé et puis assez rapidement animé un collectif de conseillers d'orientation au sein du groupe français d'éducation nouvelle. Donc, et puis j'ai coordonné un ouvrage qui est paru en 1986 qui s'appelait L'orientation scolaire en question, pour une autre psychologie de l'éducation. On n'était pas très modeste à l'époque, ouvrage auquel avait collaboré Yves Clos d'ailleurs. Et puis également, j'ai dès 82-83, je me suis mobilisé dans la mise en place des premières zones d'éducation, de la politique d'éducation prioritaire, et j'ai été amené à participer, ce faisant, à des universités d'été et un séminaire animé à l'INRP, Institut national de recherche pédagogique, entre autres par Gérard et Eliane Chauveau, hein, qui étaient des gens qui ont été importants pour moi aussi. Donc se sont dessinés d'emblée, hein, ces deux orientations de recherche, d'un côté autour de l'orientation scolaire et du rapport au savoir et à la scolarité, entre autres également avec Bernard Charlot, qui avait bien voulu préfacer notre ouvrage collectif, publié donc sous le titre GFEN, et puis de l'autre côté les politiques éducatives et les politiques d'éducation prioritaire, qui ont été deux de mes axes de recherche continue et deux orientations de recherche continue aussi de l'équipe ESCOL qu'avait créé Bernard en 1987 et qui demeure encore aujourd'hui. Il y a des auteurs et puis il y a des situations, si je peux me permettre. Voilà. Les situations, j'en ai évoqué une, hein, travailler comme conseiller d'orientation dans un contexte où les contraintes sociales et les rapports sociaux sont frappants, enfin vous sautez à la figure, c'est une occasion de développer donc des lectures croisées, et de la même manière travailler sur les politiques éducatives, en particulier les politiques d'éducation prioritaire, c'est une manière de croiser aussi des questionnements entre questionnement d'apprentissage, questionnement de sociologie des milieux populaires, etc. Donc les auteurs qui ont compté pour moi, alors ça a été successif, hein, je me souviens avec pas mal d'émotions de ma découverte de Piaget en fac de psycho. C'était un truc, je me souviens de vacances de Noël où j'ai lu Le langage et la pensée chez l'enfant, enfin, en prenant des notes, j'ai toujours mes notes là-dessus, avec un enseignant d'ailleurs qui s'appelait Baillet, j'ai oublié, Jacques Baillet, voilà, qui est lui qui était après à Grenoble, qui enseignait à l'époque à Tours, qui m'a fait lire Piaget de manière très très intéressante. Et puis après, bien sûr, d'autres auteurs, dont Vallon, qu'à l'époque je connaissais peu, enfin il était peu enseigné, il est toujours très peu enseigné en fac de psycho malheureusement. Et puis j'ai lu beaucoup de sociologie, j'ai évidemment lu et beaucoup été influencé par Bourdieu, évidemment, mais au bout d'un moment, toujours préoccupé par cette préoccupation de croiser des regards disciplinaires, j'utilise souvent la formule, j'en abuse, que Marcel Mauss utilisait en 1924, hein, Marcel Mauss, donc sociologue, anthropologue, gendre de Durkheim, qui en 1924, président de la Société française de psychologie. Et il fait une conférence qui est publiée, qui s'appelle « Questions posées et services rendus de la psychologie à la sociologie ». Et je trouve toujours cette
formulation, questions posées et services rendus d'une discipline à une autre, extrêmement féconde. Et donc pour ça, une des choses qui m'intéresse beaucoup, sur lequel je travaille d'un point de vue plus conceptuel, plus théorique, pas simplement les objets empiriques que j'évoquais, rapport au savoir, sens de l'expérience scolaire, politique de gestion prioritaire. Donc les questions conceptuelles, c'est quelles sont, dans chacun des champs des disciplines du social ou des disciplines du psychisme, les auteurs les plus à même de soutenir le dialogue avec les auteurs de l'autre champ. Et de ce point de vue-là, plus que Piaget, dans le domaine de la psychologie ou des disciplines du psychisme, des auteurs comme Vallon, des auteurs comme Vygotsky, des auteurs comme Meyerson, qui est complètement méconnu en France aujourd'hui, mais aussi des auteurs comme Jérôme Brunner, par exemple, aux États-Unis, ou Michael Cole, sont, à mon sens, parce qu'ils s'intéressent à la genèse sociale des conduites et du développement intellectuel ou du développement affectif, sont plus à même de soutenir le dialogue avec les sociologues. Et inversement, un auteur, un sociologue britannique comme Basil Bernstein me paraît plus à même encore que Bourdieu de soutenir le dialogue avec des psychologues parce qu'il s'intéresse à la spécificité des apprentissages, ce à quoi Bourdieu ne s'intéresse pas beaucoup. Bourdieu s'intéresse aux logiques de domination sociale et culturelle, mais il s'intéresse peu, dans le concret, à la concrétude, si je puis dire, des rapports d'enseignement et d'apprentissage de l'ordinaire des classes, même si certains doctorants de Bourdieu s'y sont intéressés, je pense en particulier à Sylvain Brokonicki, mais voilà. Donc voilà, c'est ça qui me stimule intellectuellement. Et de ce point de vue-là, si on s'intéresse à ces croisements, la préoccupation anthropologique ou philosophique vient évidemment d'emblée comme s'imposant comme nécessaire pour opérer ces croisements. Et un des auteurs que j'ai travaillé un peu tardivement, mais sur lequel je continue à travailler, qui me permet de soutenir ce croisement d'interrogation, c'est Canguilhem. Voilà. Sur le rapport entre philosophie du vivant et philosophie de l'activité de ce vivant particulier qu'est le sujet humain, et en particulier sur les questions du débat entre normes, normativité, normalisation, qui sont des choses, à mon sens, fondamentales pour les questions de l'éducation. La contribution dont vous parlez, c'est en fait une demande de collègues qui avaient proposé, conçu et rédigé un dossier dans une revue de didactique publiée par l'Institut de recherche sur l'enseignement des maths de Strasbourg, qui sont des collègues de Reseda, dont donc il y en a 5, il faut les nommer parce que c'est important, 4 didacticiens des maths, Lalina Coulange, Aurélie Chenet, Grégory Train, et puis un collègue qui était un de mes anciens doctorants, qui est Christophe Joignot, qui est plutôt de préoccupation sociologique et avait beaucoup travaillé sur la question de la littératie précoce. Un autre collègue de préoccupation sociologique, qui est Julien Netter, qui était un doctorant de notre labo, doctorant de Patrick Rayou. Donc les deux sont maintenant professeurs, enfin beaucoup sont professeurs. Et donc ils avaient travaillé ensemble sur des corpus dans des classes d'école primaire et maternelle plutôt orientées vers le traitement de contenu et d'objets d'apprentissage en mathématiques. Et il m'avait demandé donc une sorte de conclusion, mais je ne voulais pas conclure un travail que je n'avais pas mené, donc j'ai proposé une sorte de contrepoint. Alors ce travail, ce dossier, c'était centré sur, du point de vue empirique, sur les modalités de traitement de l'erreur chez les élèves par leurs enseignants ou leurs enseignantes. Voilà. Et donc j'ai essayé de prendre un petit peu de distance par rapport à l'objet empirique, ce qui non pas que faire de l'empirie soit péjoratif, pas du tout, pour essayer de réfléchir sur comment cet objet traitement de l'erreur, en fait, cristallisait le caractère à la fois pluritemporel de l'activité enseignante, et même pluriadressé, puisqu'on s'adresse à des élèves particuliers, à un groupe classe, on s'y adresse, on anticipe le temps de la classe, mais aussi l'inscription du temps de la classe dans le traitement de questions passées ou le traitement de questions à venir, mais aussi comment ça cristallise la question des relations entre la relation de l'enseignant à ce qu'il enseigne,
en l'occurrence des contenus mathématiques, mais aussi à ceux CEX qu'il enseigne, c'est-à-dire les élèves, et ces élèves particuliers qu'il a en face de lui, qui relèvent de milieux sociaux, d'habitus, de pratiques culturelles, de sens, de rapport au savoir différents. Voilà. Et donc, il me semblait que cette question était bien choisie pour constituer un dossier parce que c'est une sorte de prisme par rapport auquel on pouvait regarder la complexité et le caractère composite de l'activité enseignante inscrite dans des histoires sociales, des histoires professionnelles, et donc pouvoir conjuguer un regard plutôt didactique ou psychologique des apprentissages et un rapport plutôt sociologique, voire anthropologique sur qu'est-ce que c'est que l'école. Voilà. Donc c'est en ce sens-là que j'ai essayé d'écrire quelques pages sur ces questions-là, mais voilà, en le faisant à ma manière, puisque c'est ce que les collègues m'ont fait l'honneur de me demander, donc voilà, je ne fais pas autre chose que ce que je crois savoir faire. Alors les essentiels, je viens un petit peu de les évoquer, c'est comment l'activité des enseignants en classe, mais aussi l'activité des élèves en classe, elle est au carrefour entre plusieurs régimes de détermination, plusieurs objets, plusieurs adresses, plusieurs contextes ou situations. Si on prend la situation comme la reconstruction subjective par chacun du contexte, et donc de pouvoir conjuguer des regards différents et se dire que les différentes situations peuvent être régies, donc, ce que je disais, par des régimes de détermination ou par des régimes de valeurs ou de normes différents, potentiellement contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a une pluralité normative, toujours, dans ces contextes, dans ces situations, et que je crois qu'on a à gagner, plutôt que de vouloir imposer un registre normatif particulier sur un autre, ce qui est la logique un peu dominante aujourd'hui avec l'idée de bonnes pratiques, les uns, les experts, les chercheurs, les décideurs seraient en mesure de décider ce que doit être le travail des autres, les enseignants, voire les élèves. Voilà, on est quand même dans une espèce de logique, de posture très positiviste et à mon sens totalement à côté de la plaque. Mais comment, au contraire, si on veut éclairer les situations, pas simplement du point de vue de la connaissance, mais du point de vue de l'enrichissement de l'action des protagonistes des situations, que ce soit les enseignants ou les élèves, on a tout intérêt à élucider les conflits de normes qui sont au cœur de l'activité de chacun. Alors, conflit de normes, c'est par exemple comment un élève interprète une situation scolaire en mobilisant des modes de pensée, des modes de faire, des modes d'interprétation qui l'importent d'une autre expérience que l'expérience scolaire, l'expérience familiale, l'expérience de sociabilité juvénile ou infantile, voilà. Et que ça peut parfois produire des malentendus sur ce qu'il s'agit de faire, qui vont certes provoquer des erreurs, mais des erreurs qu'il s'agit de comprendre, d'accueillir, de reconnaître, j'utilise le mot reconnaître dans les deux sens du terme, c'est à la fois pouvoir en identifier les logiques de production, mais aussi d'abord savoir les accueillir. C'est-à-dire se dire qu'un élève qui se trompe, c'est pas un élève qui fait n'importe quoi, ou un élève qui est purement déficitaire, ou purement manque de travail, manque de ci, manque de ça, ou qui est autre que ce qui devrait être. Voilà. Mais de la même manière, les conflits de normes sont aussi dans l'activité des enseignants. J'évoquais tout à l'heure le fait que se croisent dans l'activité d'enseignant le rapport à ceux qu'ils enseignent, les contenus d'enseignement, et le rapport à leurs élèves. On a parfois, moi par exemple, j'ai travaillé sur l'enseignement de la philosophie, je prends toujours cet exemple-là d'un professeur de philosophie qui avait un rapport assez douloureux à son expérience d'enseignant de philosophie, et qui me disait qu'il avait, comme chaque enseignant de philosophie, en particulier parce que l'idéologie professionnelle, l'enseignement de la philosophie, c'est qu'un professeur de philosophie est d'abord un philosophe. Voilà. Donc lui, il avait évidemment des auteurs de prédilection, mais il m'expliquait qu'il préservait, je cite, ces auteurs de prédilection du contact avec les élèves, en parlant de ces auteurs de prédilection sur un registre langagier
fortement teinté on va dire, d'érotisme. Voilà. Et il me disait textuellement, il dit « J'en ai tellement marre de voir que Spinoza ne fait pas bander mes élèves que je préfère ne pas travailler Spinoza avec eux. » Voilà, je trouve que cet exemple-là est tout à fait parlant pour le fait que l'activité enseignante, elle ne se réduit pas à sa technicité, ni même à sa pertinence didactique, elle est aussi une activité de sujet social, ou de sujets sociaux, si on parle des enseignants, hein, qui sont non seulement dans une activité régulée par les normes mêmes de ce qu'ils sont chargés d'enseigner. Alors cette question des normes est plus facile à élucider en mathématiques qu'en philosophie, évidemment, mais qui sont aussi ces pratiques déterminées par des histoires singulières, des histoires sociales, qui font que, alors j'ai oublié de dire que cet enseignant était quelqu'un qui avait une trajectoire de promotion sociale, voilà, et pour qui Spinoza et son amour de Spinoza, c'était loin d'être donné dans son berceau à la naissance, voilà, ou dans sa socialisation familiale. Donc tout ça se conjugue, et il me semble qu'on a intérêt, y compris pour élargir les pouvoirs d'agir et de penser de chacun des protagonistes des situations éducatives, qu'ils soient enseignants ou élèves, à élucider avec eux ces conflits de normes dans lesquels ils sont pris, parfois à leur insu, où il y a parfois du préconscient, parfois de l'inconscient total, quoi. Et j'ai envie de dire même que l'élucidation des conflits de normes, c'est un outil, pas simplement de connaissance, mais un outil, on pourrait dire, de développement de la normativité au sens de Canguilhem, c'est-à-dire de développement des pouvoirs et d'agir et de penser des protagonistes de toutes les situations sociales, pas simplement des situations d'enseignement. Il se trouve que je le fais beaucoup en matière d'éducation parce que j'ai été enseignant en sciences de l'éducation, mais il m'est arrivé dans mon expérience de recherche, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, j'ai fait un détour par la sociologie du travail avec Yves Clos que j'évoquais tout à l'heure, dans un travail qu'on a mené avec Yves Schwartz également, qui était un doctorant, enfin qui est un professeur de philosophie très inspiré par Canguilhem, qui avait préfacé son ouvrage tiré de ses états. On a fait un travail de recherche sur les mutations technologiques dans l'industrie automobile, en travaillant sur des ateliers de tôlerie polyvalente, c'est-à-dire les ateliers où sont assemblées, soudées entre elles, les différentes pièces de carrosserie d'une voiture. Eh bien, ce débat de normes, on l'a dans l'activité d'ouvriers peu spécialisés. Ce débat de normes, ils l'ont entre eux, dans l'organisation même du travail, et ils l'ont même chacun avec lui-même. Et ça, pour moi, c'est des questions majeures. Et cette expérience de recherche dans un domaine tout autre que l'éducation m'a beaucoup fait penser, à la fois en termes sociologiques, pour dire que voilà, l'expérience de la domination, en particulier chez des ouvriers peu qualifiés, peu rémunérés, peu reconnus socialement, l'expérience de la domination n'est jamais réductible à la domination, et qu'il y a ce qui vient développer des pouvoirs d'agir et de penser contre la domination et contre l'intériorisation possible de la domination. Voilà. Mais ça m'a fait penser aussi sur ce qu'est l'activité et le fait qu'elle échappe à toute saisie unilatérale et encore plus à toute saisie, on va dire, d'un regard de surplomb. Voilà. Il faut payer le prix du détail de l'activité des gens, des acteurs sociaux, pour pouvoir démêler et comprendre l'entremêlement de différentes logiques, différents régimes de détermination, à la fois en chacun des protagonistes et dans son inscription dans des interactions et des rapports sociaux qui ne sont jamais simples, qui ne sont jamais sans contradiction. Et de ce point de vue-là, la question de contradiction, un des auteurs de référence majeurs pour moi, c'est évidemment l'aspect dialectique chez Marx ou Hegel, c'est-à-dire l'idée d'une contradiction dialectique, c'est-à-dire une contradiction à l'intérieur d'un même rapport d'unité. Voilà. Pour moi, c'est fondamental. Peut-être d'abord préciser le sens de mes idées. Moi, ce qui me préoccupe, je pense qu'on a toujours intérêt à se demander, dans l'activité de recherche, quels sont les mobiles non scientifiques
qui font que les chercheurs s'intéressent à leurs objets. Voilà. Moi, un des mobiles non scientifiques, c'est évidemment mon intérêt politique pour les questions de la démocratisation de l'accès au savoir, à la culture. Je pense que la culture, c'est pas simplement quelque chose qui permet tel ou tel accès à telle ou telle position sociale ou économique, mais c'est quelque chose qui justement développe la normativité des gens, leur pouvoir d'agir et de penser, qui donc va dans le sens de leur possible émancipation individuelle et collective. Donc voilà, c'est ça le sens de mes idées. Alors, quels seront les moyens essentiels? Déjà, ce serait déjà que le débat politique porte sur ces questions-là. Voilà, c'est pas toujours évident. Sur les questions de scolarisation, c'est quand même très important. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'éducation prioritaire. Voilà. La circulaire fondatrice de l'éducation prioritaire en juillet 81 parle explicitement de démocratisation du système d'enseignement. Ça fait des décennies, depuis la fin des années 80, qu'on cherche en vain dans les textes réglementaires de l'éducation nationale les mots démocratisation ou même les mots émancipation. On a innovation, on a transformation, on a toute une série de choses, mais démocratisation, alors dans ce sens-là, je suis évidemment dans l'affiliation du plan Angevin-Wallon. J'évoquais Wallon tout à l'heure. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de considérer que dans cette perspective, il n'y a pas de voie simple, il n'y a pas de solution magique, et il n'y a pas ceux qui sauraient et ceux qui ne sauraient pas. Ceux qui sauraient, qui seraient en mesure de prescrire le travail des autres. Il y a nécessité de mobiliser de la connaissance, on en a, mais malheureusement, dans le pilotage des politiques éducatives, on ne peut pas dire que les connaissances soient réellement mobilisées, loin de là. On a quand même eu un ministre de l'Éducation qui nous a parlé de choc des savoirs le jour même des conclusions d'une enquête PISA en annonçant des mesures qui contredisaient tous les enseignements de l'enquête PISA qu'il était supposé commenter. Donc ce n'est pas le choc des savoirs, c'était le mépris des savoirs transparent. Là, voilà. Et je dis souvent que si on avait des politiques de transport, si les politiques de transport en commun se préoccupaient aussi peu de connaissances que les politiques éducatives, que les ministres de l'éducation successifs, il y aurait des catastrophes tous les jours. Donc de ce point de vue-là, on sait des choses, mais il y en a d'autres qu'on ne sait pas encore, et donc il faut développer la recherche. Et l'état de la recherche est aujourd'hui assez désastreux, voilà, du pilotage de la recherche et de l'enseignement supérieur. Mais mobiliser de la connaissance, ça ne veut pas dire qu'on mobilise de l'expertise. C'est-à-dire que cette connaissance, elle doit être portée à disposition des protagonistes des politiques éducatives et de leur mise en œuvre, à la fois en termes de formation. Voilà. On sait plein de choses sur la didactique des mathématiques, l'enseignement de la lecture, et pas simplement l'apprentissage de la lecture, c'est pas la même chose. Voilà. Sur l'éducation physique et sportive, enfin, toute une série de choses, l'enseignement musical, enfin voilà. Donc les mobiliser en termes de connaissances et donc de formation, initiale et continue, la formation des enseignants dans ce pays, en particulier la formation continue, est sinistrée depuis des années, mais aussi en termes de débat professionnel, de controverses professionnelles, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure, élucider les débats de normes dans l'ici et maintenant ou dans l'après-coup des situations de classe ou des situations scolaires. Toutes les réalités scolaires ne sont pas que des situations d'enseignement et d'apprentissage, de manière à mobiliser l'expérience des protagonistes, et en particulier des professionnels, pour enrichir la réflexion sur les politiques éducatives. Donc c'est pour ça que non seulement il n'y a pas de solution simple, mais il n'y a pas de solution qui ne soit que descendante, pas plus qu'il n'y ait de solution qui ne soit que ascendante. Voilà. C'est-à-dire on est dans un espèce de faux débat ou de mouvement de balancier possible qui a été réel dans la politique d'éducation prioritaire, hein, puisque au départ de la politique d'éducation prioritaire en 1981, l'idée c'était l'invite aux équipes éducatives, faites des projets. Et à l'époque, on ne savait pas énormément de choses sur les processus concrets
dans l'ordinaire des classes de production de l'inégalité scolaire ou des malentendus scolaires. On a aujourd'hui beaucoup plus de travaux qui le documentent, qui le montrent. Les travaux de Bernard Lahire, les nôtres, ceux du travail de Rézère, les travaux de Roland Guagou et Sylvie Sem. Enfin, on a plein de choses. Voilà. Donc, on ne sait pas tout, mais on ne sait pas rien, quoi. Donc à l'époque, c'était du côté du ministère, et les responsables de l'éducation primaire de l'époque, je pense par exemple à Jean-Claude Desmains, qui était un des deux responsables du premier groupe de pilotage de l'éducation prioritaire mis en place en 80, il dit on ne savait pas faire. Donc allez-y, faites des projets, hein, d'une certaine façon, que Sansfleur s'épanouisse, etc. Bah, sauf qu'il ne suffit pas de faire des projets pour que ces projets soient démocratisants. Il ne suffit pas d'innover pour démocratiser. Gabriel Langouette l'avait déjà écrit il y a pas mal de temps, quoi. Et donc, aujourd'hui, on est en mesure de se dire que tout projet pédagogique, toute innovation pédagogique n'est pas ipso facto démocratisante, que certaines même vont à l'encontre des objectifs qu'elles pensent poursuivre, ou qu'elles affichent. Voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut remplacer cette espèce de logique ascendante, hein, que j'appelais que Sansfleur s'épanouisse, par une logique qui serait purement descendante, d'imposition de supposées bonnes pratiques, déterminées par des experts, voire par des chercheurs, qui ne feraient pas la réflexion nécessaire de transposition de résultats de laboratoire à des processus de classe, qui ne sont pas des laboratoires. Voilà. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas non plus avoir une logique ascendante. Voilà. Mais il faut, là encore, avoir une pensée dialectique entre ce qu'on sait qui peut nourrir la réflexion et la nécessité d'instrumenter, d'outiller la réflexion par des outils de connaissance, par des moyens, par des modes de concertation, y compris parfois par des guides. Je pense par exemple la relance de l'éducation prioritaire de 2014, qui était pilotée entre autres par Jean-Paul Delahaye, mais aussi par Marc Bablé, qui était au bureau de l'éducation prioritaire. C'est la première fois que le bureau de l'éducation prioritaire au ministère a produit un outil qui s'appelle le référentiel de l'éducation prioritaire, qui visait à outiller la réflexion collective, non pas à l'instrumentaliser, c'est-à-dire à la prescrire, mais à l'outiller. Donc voilà, c'est ça qui est important pour une politique de démocratisation. Il faut affirmer des visées et outiller le travail collectif, ni dans une logique de déni du savoir au nom de l'expérience, ni dans une logique de déni de l'expérience au nom de l'expertise. Moi, je me méfie comme de la peste des collègues qui se positionnent en experts, c'est-à-dire qui se pensent habilités à prescrire le travail des autres. Parce que mon expérience de recherche, en particulier l'industrie automobile, me montre que le travail réel n'obéit jamais entièrement à la prescription du travail.